Aujourd'hui, on est très heureux de lancer ce nouveau cycle qui va être en 5 sessions, qui s'appelle Partage de la valeur. Donc, on parle là de valeur financière, mais ils vous en reparleront. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup traité, sur lequel on s'est beaucoup interrogé, sans pour autant jusqu'à présent aller dans le détail des mécanismes existants, ce qu'on va commencer à faire ce soir. Mais c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup interrogé à l'Opération Milliard. Il y a un an et quelques, c'était en novembre 2024, on avait fait une controverse qui avait rassemblé 150 personnes sur où est-ce qu'il faut mettre le curseur sur le partage de la valeur financière. On avait ensuite réfléchi à un ensemble de conditions à mettre sur nos véhicules financiers, donc sur nos fonds, pour faire en sorte que les entreprises non coopératives, non associatives partagent la valeur qu'elles créent. Et donc, c'est un sujet sur lequel on, on a des idées théoriques et puis on adapte sur la partie pratique ce qu'on peut faire. Et donc, on a dû commencer à monter en compétences et rentrer dans la complexité de ce qui est possible de faire. Et donc, on a un groupe de travail fabuleux. Donc, Sarah Bagland je te vois plus, et Sophie sont représentantes aujourd'hui, qui a fait tout un travail dans lequel, donc dans ces sessions, dans lesquelles vont intervenir un ensemble d'intervenants au fil des sessions. Et aujourd'hui, on est dans cette première session pour poser un peu le cadre, le décor, et ce qui vous permettra par la suite de suivre les autres sessions avec déjà un background un peu technique. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Un immense merci à Sophie et Sarah pour ce travail qui représente le travail d'un groupe qui s'est penché sur ce sujet. Vous verrez, c'est de grande qualité. Et merci à Marie, comme maintenant 2 fois par mois, pour la réflexion autour de ces masterclass, leur consolidation, leur animation. Merci Marie d'être notre pilier sur ce sujet. Et puis, ben, bonne session. Eh ben, super, merci Violaine, merci Marie et bienvenue à tous. On va introduire ce nouveau cycle par un panorama en fait des principaux mécanismes du partage de la valeur qui existent aujourd'hui, à la fois en pratique mais aussi dans le droit. On avait un véritable enjeu d'essayer de synthétiser et de rendre visibles simplement les mécanismes existants. Et donc, c'est cette slide qui, en un coup d'œil, permet de comprendre comment aujourd'hui le partage de la valeur s'effectue. On a décidé en fait, de le scinder en deux parties. On peut partager la valeur, enfin aujourd'hui, une entreprise peut partager la valeur par rapport à ses résultats annuels nets. Et donc, du coup, il y a une dimension de court terme où on va pouvoir redistribuer en fonction de ses résultats et vers qui on partage les bénéfices et les profits. Et donc, on va rentrer dans chacune des grandes typologies d'acteurs qui peuvent bénéficier de ce partage de la valeur, donc à la fois les salariés, l'intérêt général et les investisseurs. Et en miroir, on a un partage de la valeur qui se fait à plus ou moins, enfin moyen-long terme, qui sont plutôt liés à la détention et la détention de titres de propriété de l'entreprise et donc à la valorisation de ces titres. Et donc c'est des temporalités qui sont et des mécanismes qui sont un peu différents. Et on verra que l'entreprise peut partager ses titres et cette valeur vers les salariés, vers l'intérêt général et aussi vers en fait l'entreprise elle-même et la pérennité de sa mission. On a placé sur ce schéma synthétique des petits chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous permet de voir où seront focalisées les masterclass suivantes, puisqu'on a décidé de zoomer sur les 4 prochaines masterclass sur des mécanismes qui sont innovants, dont on peut parler encore et qui existent et qui poussent vers un meilleur partage de la valeur. Et donc, on a souhaité donner la parole à des intervenants, des entrepreneurs et des dirigeants qui ont mis en place ces mécanismes un peu innovants et qui viendront nous partager leurs expériences, pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Et donc pour cette première partie, je vais laisser Sophie partager, pas les profits, mais partager du coup ce qu'on a synthétisé dans le fait de partager les profits et les bénéfices au bénéfice des salariés, l'intérêt général et aussi les investisseurs, même si c'est un peu moins notre sujet aujourd'hui. Merci Sarah, bonsoir à tous et toutes. Donc effectivement, on va commencer par des mécanismes qui existent depuis longtemps. Ce sont des mécanismes de dispositifs de partage de la valeur vers les salariés. Ils existent depuis longtemps, tout simplement parce que les pouvoirs publics ont depuis longtemps voulu influencer la distribution des richesses qui sont produites au sein des entreprises
et ils ont renforcé l'usage des outils de partage de la valeur par ces entreprises. Alors ces outils, il y en a certains qui existent depuis les années 60 et ils ont été maintes fois retouchés, complétés, enrichis, étendus. Mais si on peut dire qu'ils ont tous le même objectif, c'est d'associer les salariés à la performance et au capital de l'entreprise, donc à réconcilier capital et travail. Ils ont comme point commun un régime d'exemption de cotisation sociale, des déductions de l'assiette du bénéfice imposable des entreprises et aussi du non-assujettissement à diverses taxes sur les salaires. En fait, les sommes qui sont attribuées via ces dispositifs, ils peuvent être versées directement aux salariés, tout ou partie, ou les salariés peuvent décider de les mettre sur des plans d'épargne salariaux, les PEE, donc les plans d'épargne entreprise, et les PERECO, les plans d'épargne retraite. Marie, je te laisse mettre la slide suivante. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, même si je pense que certains mécanismes, vous les connaissez déjà, c'est des mécanismes assez classiques. Vous avez la participation. La participation, c'est un dispositif qui aujourd'hui est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Et en fait, ça permet aux salariés de recevoir une part, une quote-part des bénéfices qui sont réalisés par leurs entreprises. Le montant de la participation, il est calculé selon une formule légale. Donc, je vais vous épargner le calcul ce soir à 18h10. Et il est mis en place par un accord collectif entre l'entreprise et les représentants des salariés. Il est exonéré d'impôt sur le revenu si le salarié décide de le déposer sur un plan d'épargne salariale et il est bloqué 5 ans. Le deuxième dispositif, c'est l'intéressement. Lui, contrairement à la participation, c'est un dispositif volontaire de versement aux salariés d'une prime annuelle et il est lié aux objectifs ou aux performances des entreprises. Les entreprises peuvent fixer des critères en fonction de ce qu'elles ont décidé avec les représentants des salariés. Donc ça peut être distribué de manière uniforme, c'est-à-dire que tous les salariés vont recevoir la même somme en répartition proportionnelle au salaire, à la durée de présence ou en combinant en fait plusieurs de ces critères. Donc on voit qu'il y a une grande liberté de détermination de la formule de calcul de cette prime. Le troisième dispositif, c'est l'abondement. Donc là, c'est vraiment aussi un autre dispositif volontaire où en fait les entreprises vont compléter les versements des salariés sur leur plan d'épargne salariaux, donc PE et PERECO. Et l'entreprise peut définir libérément toutes les modalités de l'abondement en fonction du montant, mais il doit ne pas dépasser 3 fois le montant investi par le salarié. Enfin, la prime de partage de la valeur, c'est une prime qui est versée, elle, en une ou deux fois dans l'année par l'employeur à ses salariés, sans avoir forcément un accord collectif. Et il est fixé, donc le montant est librement fixé par l'employeur, aujourd'hui dans la limite de 3 000 euros par les salariés, mais ça peut monter. En fait, et le plafond peut être porté à 6 000 euros dans les entreprises de moins de 50 salariés. Avant, il était exonéré de l'impôt sur le revenu et de la CSCG, CRD, SCS, mais aujourd'hui, c'est plus le cas depuis le 1er janvier 2024. En fait, c'est tous ces mécanismes de partage des profits au profit des salariés, on se rend compte qu'en fait, ils sont très présents dans les grandes entreprises et moins en fait dans les petites, d'où la volonté du législateur de favoriser et d'impulser au partage de la ce partage de la valeur auprès des plus petites entreprises. Et donc, c'est la loi du 29 novembre 2023 qui a mis en place deux principales mesures. À compter du novembre 2023, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place à titre volontaire un dispositif de participation. Elles pouvaient déjà le faire, en fait, puisque pour elles, c'était pas obligatoire, c'était volontaire. Mais par contre, c'est un dispositif depuis 2023 de participation dérogatoire, c'est-à-dire qui peut être moins favorable que la formule légale. Aujourd'hui, c'est un dispositif expérimental qui a été lancé et il est d'une durée de 5 ans. Et l'autre mesure importante, c'est à partir du 1er janvier 2025, donc depuis l'année dernière, les entreprises qui ont entre 11 et 49 salariés, elles devront mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur au choix, dès lors qu'elles sont profitables. Donc dès lors qu'elles ont un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Et cette obligation, celle du 1er janvier 2025, elle a été étendue aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, aux associations, aux mutuelles, sachant que le champ d'application de la participation
Dans les associations, on sait qu'aujourd'hui, il est très peu présent puisque les associations ne font pas de bénéfices, c'est des organismes à but non lucratif. Mais dans les mutuelles, dans les coopératives, donc ces entreprises de l'ESS, les dispositifs de partage de la valeur devront être mis en place sous une forme ou une autre. Marie, je te laisse me... Si on regarde un peu l'analyse des effets des mécanismes du partage de la valeur sur les salaires, on va se rendre compte qu'il y a une grande disparité entre les petites et les moyennes entreprises. Il y a aussi une grande disparité dans les montants, puisqu'en 2022, on a 53% des salariés du secteur privé qui sont couverts par au moins un dispositif que j'ai évoqué tout à l'heure, donc les 4 dispositifs, mais que cette proportion, elle ne s'élève qu'à 19,9% dans les entreprises de moins de 50 salariés. D'où la volonté par la loi 2023 de pousser en fait ces mécanismes dans les plus petites entreprises. Au niveau des montants, en 2022, la prime moyenne de partage du profit dans les 120 entreprises qui sont cotées aujourd'hui en bourse, elle s'élève à 5 496 euros, alors qu'elle n'est que de 1 718 euros dans les entreprises de 10 salariés et plus. Donc ça, c'est pour voilà, montrer la disparité qui peut exister entre petites et et grandes entreprises et également dans les montants, mais également aussi au niveau de la loi, on s'est écrit que les mécanismes de partage de la valeur, ils ne doivent pas se substituer au salaire. Or, on voit bien, et notamment dans la dernière étude de France Stratégie de 2025, que ces dispositifs de partage de la valeur deviennent progressivement en fait des outils qui se substituent aux augmentations salariales. Et cette tendance, on voit qu'elle s'est particulièrement accentuée depuis 2022 dans un contexte qui est d'inflation et d'incertitude économique. Donc là, on a vu tout ce qui était mécanisme de partage des profits au profit des salariés. Il existe une autre manière en fait de partager la valeur pour les entreprises, mais cette fois, c'est vers l'intérêt général et c'est via un dispositif qui s'appelle le mécénat, que vous connaissez certainement. Un petit rappel, en fait, juste pour dire, voilà, juridiquement, ce que c'est que le mécénat. Le mécénat, c'est un soutien matériel ou financier qui est apporté sans aucune contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour des activités présentant un caractère d'intérêt général. Donc, on distingue 3 formes de mécénat aujourd'hui. Un mécénat financier, c'est voilà, les entreprises décident de donner de l'argent. Donc, un mécénat en nature, l'entreprise va décider de mettre à disposition un local, de donner du matériel informatique, des produits alimentaires. Donc là, on est sur du mécénat en nature. Et puis le dernier, qui est le moins important aujourd'hui, le mécénat de compétences, où là, les entreprises vont décider de mettre à disposition des salariés de leur entreprise sur leur temps de travail. Donc on voit aujourd'hui que majoritairement, on reste sur du mécénat financier à 80%, le mécénat en nature est à 13% et le mécénat de compétences est à 6%. Donc, mais on voit quand même qu'il y a comment dire, une grande volonté de parfois de mutualiser du mécénat financier, du mécénat en nature pour répondre à 360 degrés aux besoins et aux structures de l'intérêt général et une volonté d'implication assez large de la part des entreprises. Toute entreprise aujourd'hui, qu'elle soit petite, grande, en fonction de son statut, elle a la possibilité de se lancer dans le mécénat. Elle peut le faire en direct, c'est-à-dire qu'elle verse de l'argent aux associations ou aux structures d'intérêt général en direct, mais elle peut le faire aussi via un véhicule financier. Donc aujourd'hui, on va dire, 4 principaux véhicules financiers. On va dire la fondation d'entreprise, la fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de dotation et la fondation abritée. Aujourd'hui, on voit que sur les 5 800 fondations qui existent en France, ce sont les véhicules fondations abritées et fonds de dotation qui sont aujourd'hui majoritaires à 80%. Tout simplement parce que le fonds de dotation, il a une facilité dans sa simplification administrative pour être créé. La dotation initiale, elle n'est que de 15 000 euros. Il peut recevoir beaucoup de types de dons. Et puis la fondation abritée, c'est parce qu'elle est placée sous égide d'une fondation abritante, comme le dit son nom, par exemple la Fondation de France.
et qui devient la fondation mère et pour laquelle la fondation abritée bénéficie de tout ce qui est appui administratif de la part de cette fondation abritante. Et bien sûr, ben, le mécénat, c'est une des attractivités pour les entreprises, c'est qu'il est défiscalisable. On fait un petit zoom en fait sur l'état aujourd'hui de la philanthropie depuis 20 ans. Donc on remarque qu'elle est en constante progression. Aujourd'hui, elle représente 3,8 milliards d'euros. Ça représente 42% de la générosité en France, avec un chiffre aux États-Unis qui est seulement de 6%. C'est simplement parce qu'aux États-Unis, on ne parle pas tout à fait de la même chose. On va évoquer du mécénat, mais qui est pas de personnes d'entreprise, mais du mécénat qui va être individuel, avec notamment les grands donateurs, où là, on a des pourcentages beaucoup plus importants. Aujourd'hui, le mécénat il est porté par 172 000 entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau des territoires, 88% des actions de mécénat se font justement au niveau local ou au niveau régional. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les entreprises créent de plus en plus de structures philanthropiques dédiées, et notamment les deux que j'ai cités, le fonds de dotation et la fondation abritée. Et on observe aussi un rajeunissement en fait des acteurs de la philanthropie, avec de plus en plus de jeunes qui parfois ont moins de 35 ans, qui décident de s'engager dans le mécénat en créant un véhicule financier. Bah, pour les entreprises, le mécénat, ça reste voilà, une manière de contribuer activement à transformer la société, donc un levier de transformation, notamment pour financer des projets d'intérêt général. Pour elle-même, c'est un marqueur d'attractivité, une marque employeur, parce que voilà, une entreprise qui se lance et qui soutient a plus de sens pour des salariés qui veulent la rejoindre. Et notamment à travers le mécénat de compétences, ça permet de mobiliser les collaborateurs autour de projets qui sont des projets porteurs de sens. On a voulu faire un petit zoom sur un mécénat qui est un petit peu particulier, qui est le mécénat collectif via les fondations territoriales. Les fondations territoriales aujourd'hui sont des fondations qui mutualisent des moyens financiers, des compétences avec différents acteurs pour accompagner, soutenir des projets d'intérêt général, mais au plus près des besoins du territoire. Donc on est vraiment sur un mécénat de proximité qui est un catalyseur territorial. Il y a une grande diversité de statuts juridiques de ces fondations. Elles peuvent être fondations d'entreprise, elles peuvent être FRUP, elles peuvent être fonds de dotation. Et leur champ d'intervention est très vaste, peut aller de l'éducation en passant par l'économie circulaire ou l'environnement. Les membres constitutifs sont également très variés, puisque ça peut être des associations, ça peut être des collectifs d'habitants, des acteurs publics, des entreprises, des citoyens. Mais ce qui est surtout à souligner, c'est elle favorise les coopérations au niveau territorial, les mises en réseau et le soutien de projets qui sont au plus près des territoires. J'en ai cité quelques-unes au-dessus. Là, il y en a une cinquantaine aujourd'hui en France, Fondation de Lille. Enfin, vous pouvez voir voilà, certaines fondations qui sont un peu précurseurs sur ce dispositif-là. Et elles manquent encore de visibilité. On a fait un petit zoom sur un autre manière de partager la valeur vers l'intérêt général qui est le dividende sociétal. Il n'est pas aujourd'hui encore très répandu, mais c'est un nouvel outil de répartition de la valeur financière qui est créé par l'entreprise. Et surtout, il repose avant tout sur la responsabilité de l'entreprise et le volontarisme de ses dirigeants et de ses actionnaires. Et ça, c'est très important. Le principe, c'est de verser un pourcentage des bénéfices d'une entreprise consacré au financement de projets ou d'initiatives d'intérêt général, social ou bien environnemental. Et c'est ainsi, en fait, de vraiment contribuer à la création de valeur pour la société. On pourrait dire que les entreprises qui décident de se lancer dans le dividende sociétal, elles manifestent un engagement désintéressé qui en fait sort un peu de la tyrannie du retour sur investissement immédiat et qu'elles pensent en fait vraiment impact durable et levier de transformation durable pour la société. Et si on fait une différence avec le mécénat, il est vraiment en fait le dividende sociétal ancré dans la stratégie puisque voilà, c'est vraiment tout en haut que se décide en fait ce partage et ce pourcentage des bénéfices qui est alloué à l'intérêt général.
Il est aligné avec la mission et c'est un vrai levier de transformation parce que les sommes importantes qui sont allouées à l'intérêt général, bah, ce sont des sommes, voilà, c'est pas potentiellement du saupoudrage comme parfois peut le faire le mécénat. Donc, on a mis quelques exemples de deux sociétés, puisque c'est pas encore un dispositif qui est très développé. Tenzing Conseil, qui a versé 25% de ses bénéfices cette année, et le Crédit Mutuel, qui a reversé 15% de son résultat net à des associations d'intérêt général. Et vous voyez que ça représentait quand même un montant assez important de 105 millions d'euros. Et on reviendra effectivement dans une masterclass sur ce dividende sociétal avec des témoignages de ces entreprises. Si on zoome un petit peu sur la potentialité du mécénat, on peut dire qu'en fait, il est encore vraiment sous-exploité parce qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de mécénat, mais si on fait un pourcentage des entreprises qui sont mécènes, c'est seulement 9% d'entreprises qui sont mécènes en France. Et si on fait aussi un zoom sur le don moyen, on va dire, c'est 46% des entreprises qui donnent moins de 5 000 euros. Donc des petits dons, entre guillemets. Donc le potentiel d'augmentation, il est très fort avec 14 fois 14 avant d'atteindre le plafond fiscal. Et ce qu'on remarque aussi, c'est il y a un potentiel dans on va dire le soutien sur long terme des structures d'intérêt général, puisque 20% seulement des structures accompagnent leurs partenaires associatifs sur du pluriannuel entre 3 et 5 ans. Il y a également un gros potentiel sur les PME et les TPE, mais malgré les lois et les réglementations incitatives, les PME, elles rencontrent des obstacles qui limitent encore leur engagement dans le mécénat. Souvent, elles ont une méconnaissance du mécénat, une confusion des concepts. La RSE, le sponsoring, c'est pas la même chose. Elles manquent de ressources financières. C'est vrai que les toutes petites entreprises, elles mettent plutôt des petites sommes en fait. Elles ont voilà peu de ressources humaines pour gérer le mécénat et donc c'est compliqué pour gérer ce dispositif. Et on peut aussi remarquer qu'elles ont encore une méfiance sur l'impact de leurs dons, leur utilisation, et elles associent souvent le mécénat aux grandes fortunes et aux grandes entreprises. On a identifié aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens, enfin de structures qui font des travaux sur dont l'opération Méliard, sur comment faire en sorte que on améliore le financement des structures de la transition juste. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte il y a beaucoup de freins dans le mécénat, côté notamment entreprise. Ben, les premiers freins, c'est qu'il faudrait accorder plus de financement substantiel, pluriannuel, donc on l'a dit, sur plusieurs années et qui soient surtout libres d'affectation, qui soient non fléchés, qui permettent de financer des projets sortis des sentiers battus, qui puissent financer des frais de structure, qui puissent financer du plaidoyer. Il faudrait aussi, bah, vous êtes certainement tous confrontés à tous les appels à projets, les réponses aux appels à projets, il faudrait effectivement alléger ces processus de demande de financement qui sont souvent complexes, longs. Revoir aussi des exigences d'évaluation qui sont souvent disproportionnées par rapport aux sommes allouées, c'est-à-dire qu'on va déposer pour une somme de 10 000 euros et avoir un reporting hyper exigeant à faire. Ça veut dire revoir un logiciel, un financement égal à projet, égal à un impact, égal à un reporting. Ça veut dire également ne pas conditionner des fonds aux injonctions d'accélération, de passage à l'échelle. C'est vrai que souvent, dans les dépôts d'appel à projet, on demande de savoir quand est-ce où on en sera dans 5 ans, 6 ans, combien de nouvelles antennes on aura ouvertes, etc. Ça veut dire en fait qu'il faut passer de la culture d'un contrôle à une culture de confiance, à créer une relation partenariale, aux entreprises de savoir être plus flexibles, s'adapter, ne pas être dans du contrôle, mais beaucoup plus dans la coopération. Et notamment aussi pouvoir permettre, enfin une des solutions, ça serait que les bénéficiaires soient représentés aussi dans les comités de sélection de ces fondations. Bah, l'opération Milliard en fait fait partie en fait des structures qui travaillent en fait sur ce sujet de comment améliorer, structurer et alléger les demandes de financement à travers son groupe de travail dont je fais partie, qui est Expérience des demandeurs de financement. En fait, on a travaillé déjà sur l'identification des problèmes que rencontrent les acteurs de l'ESS, que j'ai un petit peu balayé de manière synthétique dans le slide précédent. Et on a essayé de construire des recommandations qu'on a testées auprès de 400 structures de l'ESS pour, en fait, l'objectif, avoir un processus de demande de financement qui soit moins chronophage, qui soit plus juste, qui soit plus lisible et plus mutualisé.
Donc ça peut passer, je vous donne quelques idées qui sont ressorties de ces recommandations, mais ça peut passer par un outil de pré-auto-évaluation avant de déposer un dossier complet. Se dire qu'on ne recrée pas un nouveau dossier, mais qu'on envoie un dossier déjà présenté pour un autre bailleur et on le complète par certains éléments qui vont être demandés. Que on ajuste la complexité du dossier avec les éléments demandés par rapport au montant alloué. Et bien sûr qu'on est sur des financements qui sont pluriannuels. Et j'en cite pas d'autres, mais il y en a encore d'autres. Donc, le groupe est en train de travailler sur comment synthétiser toutes ces recommandations et ça fera l'objet d'un prochain rapport pour appuyer le plaidoyer dans ce sens-là. Et pour voilà, terminer, en tout cas, ma partie sur le partage des profits, on a mis un zoom, enfin j'ai mis un zoom sur le dividende climat. C'est vraiment le partage de la valeur vers les investisseurs cette fois. C'est pas un indicateur de valeur économique, mais c'est un indicateur extra-financier qui permet à une entreprise en fait de valoriser les émissions de CO2 évitées par ses activités auprès des investisseurs à impact qui ont un double objectif, la performance financière, mais aussi l'impact positif sur le plan environnemental et social. On pourrait dire que c'est un peu la même logique que le dividende financier, mais c'est pas une preuve, enfin c'est pas une preuve de valeur, de création de valeur économique, mais c'est bien une preuve de création de valeur climatique qui est redistribuée aux actionnaires chaque année. Donc c'est le calcul, enfin en tout cas le dispositif, c'est un dividende climat qui est distribué à un actionnaire égale une tonne de CO2 équivalent évité ou qui a été séquestré par l'entreprise. Donc juste un petit exemple pour le traduire, des entreprises, une entreprise qui ferait ou qui éviterait 6 900 tonnes de CO2, bah, un investisseur qui aurait 15% du capital pourrait revendiquer en fait 15% de ces émissions évitées et puis percevoir 1044 dividendes climat sur l'année. Aujourd'hui, bah, ces dividendes sont des dividendes qui peuvent être ni achetés, ni vendus, ni cédés à une autre entité, mais on peut dire que pour le moment c'est ça, mais dans le futur ce sera peut-être autre chose. Voilà, j'en ai terminé avec le partage des profits auprès des salariés, de l'intérêt général et des investisseurs. Et je laisse la parole à Sarah pour la deuxième partie, cette fois sur le partage des titres et des actions. Et Sophie, on se disait juste que c'est super intéressant, très complet, mais très euh, condensé. Et donc peut-être on allait juste, si ça vous va, j'ai vu avec Sarah, prendre les questions sur la partie que tu viens de présenter avant qu'on aille à l'autre, Ouais, parce que mais après, il y a des questions que j'ai pas toutes faites. Donc, on va faire un boogie-boulga à la fin. Il y avait, si on parle de plus récent que tu as mentionné, il y avait des questions sur le dividende sociétal. Est-ce qu'il y a un crédit d'impôt? Euh, Est-ce qu'on connaît le plafond fiscal sur le mécénat? Et il y avait des questions sur le véhicule du dividende sociétal. Alors, on n'est pas obligé d'avoir réponse à tout, mais après, on pourra vous faire on va noter les questions sur lesquelles on n'a pas la réponse et puis on vous fera un retour par mail. Sophie euh, et Sarah, ouais. vous voulez traiter dans quel sens? Peut-être juste en condensé sur le dividende sociétal. Aujourd'hui, je crois que le plafond fiscal pour le mécénat, il est fixé. En fait, il n'y a pas de, enfin, il y a un plafond fiscal, enfin, de version défiscalisée, c'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est 0,1% du chiffre d'affaires d'une entreprise enfin, il y a un pourcentage. Alors, Sophie, tu me diras si je me trompe, mais j'avais ça en tête il y a un plafond de CA Ouais, qui est défiscalisé, enfin qui peut être défiscalisé, ce qui fait qu'en fait le dividende sociétal, quand il est fixé par exemple par le Crédit Mutuel à 15% des bénéfices, on peut imaginer enfin, que c'est une vraie volonté des dirigeants de basculer X% en dividende sociétal, sachant que tout ne sera peut-être pas défiscalisé. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a une partie du mécénat qui est fait sur la base ou qui respecte le plafond entre guillemets de défiscalisation possible. Mais tu as d'autres entreprises qui vont aller plus loin que juste le plafond fiscal, enfin, la partie défiscalisée. Mais en fait, on a des entreprises qui peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt enfin, de 60% sur les montants du lot avec il y a un plafond de 20 000 euros ou de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Mais voilà, après, faut que je recherche un petit peu plus sur les chiffres exacts, en fait, sur les plafonds.
Et il y avait une question sur le véhicule pour le dividende sociétal. Dans le cadre du Crédit Mutuel, eux, ils ont fait le choix de reverser les 15% à la Fondation Crédit Ouais, Mutuel. c'est exactement ça. C'est la Donc, Fondation Alliance Crédit Mutuel qui bénéficie en fait ouais. de ce résultat net et des 15% qui sont reversés. Il y avait une question, Euh, je crois, sur les PTCE, non? ouais, mais alors ça tombe bien comme question, parce qu'on a un groupe de travail qui planche actuellement sur les fonds territoriaux. Et les PTCE en font partie. Enfin, on sait pas, justement, on n'a pas encore atterri sur tous les fonds territoriaux qui existent, enfin les différentes formes de fonds. Euh, les Et je acteurs qu'on peux- a, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. les acteurs qu'on a pu rencontrer qui ont monté des PTCE, et pour le moment, ils ont bénéficié en partie de subventions publiques pour créer les collectifs. Certains réfléchissent à transformer tous les travaux qui ont été faits dans le cadre de ces PTCE-là en fonds d'investissement territorial. Pour le moment, je ne saurais pas répondre exactement si ça rentrerait en fait dans ce cadre de mécénat, enfin si un PTCE pourrait bénéficier et dans quelle mesure il pourrait bénéficier, mais on a un cycle de Enfin, on fera une masterclass sur les fonds territoriaux et je pense qu'on traitera ce point-là en particulier. En fait, En tout cas, on prend la question. les PTCE, en fait, c'est plutôt au niveau de la Constitution, en fait, c'est plutôt des regroupements d'entreprises d'économie sociale et solidaire qui développent des coopérations entre elles, les PTCE, alors que les fondations territoriales, on est plutôt sur des initiatives locales avec des, comment dire, des acteurs qui peuvent être aussi bien des citoyens, des entreprises, des collectifs d'acteurs. On est moins sur un regroupement d'entreprises uniquement. En fait, c'est pas le même au niveau constitution et acteurs qui les constituent, c'est différent. Et c'est deux démarches en fait qui sont aujourd'hui différentes. Et pour répondre à la dernière question de Georges, moi, j'ai pas la réponse, Violaine, sur le pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui mettent en place ce partage. C'est comme l'actionnariat salarié, on verra, je sais pas pourquoi les dirigeants enfin, décident pas de transférer davantage. Je suis pas sûre que ce soit forcément la complexité, mais c'est peut-être des choix aussi Pour aller des poser dans les entreprises. futures sessions Ouais. aux personnes concernées. Oui. Et Je vais- sur la dernière question de Georges, sur le dividende social, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'équivalent de dividende climat, mais pour le social. Mais il y a de plus en plus de travaux qui existent sur la mesure d'impact social. Et peut-être qu'un jour, on verra l'équivalent du dividende climat, mais pour le dividende social, ça pourrait être intéressant d'effectivement de continuer à creuser le sujet. Eh bien, je vais essayer de faire rapide pour la deuxième partie. L'objectif, c'était de faire un zoom sur le partage de la valeur à travers le fait de détenir des actions d'une entreprise et donc comment une entreprise et des dirigeants peuvent partager la valeur à travers le fait de céder une partie de son capital et de ses actions vers les salariés, vers l'intérêt général ou vers l'entreprise elle-même et sa mission. Et donc, je vais commencer par l'actionnariat salarié euh, qui se regroupe en trois types de mécanismes. Les dirigeants et l'entreprise peut distribuer gratuitement des actions à ses salariés sans paiement. Donc, c'est vraiment de la distribution gratuite. J'ai pas à acheter l'action qu'on m'attribue. Contrairement aux BSPCE qui sont utilisés pour plutôt les créations d'entreprises, donc les startups, ou les stock options, enfin plutôt pour les grosses entreprises du CAC 40, qui là sont distribuées, mais on me les distribue, mais je dois les acheter en tant que salarié. Le seul avantage, c'est que je connais à l'avance le prix d'achat des actions, et donc je peux activer ce droit à acheter à un moment donné. Un mécanisme que on a découvert qui est peu connu en France, qui s'appelle les actions de travail, qui sont attribuées notamment dans le cadre des sociétés anonymes à participation ouvrière, les SAPO. C'est une entreprise où donc des actions sont distribuées aux salariés et l'ensemble des salariés disposant d'actions sont regroupés au sein d'une coopérative ou au sein d'une structure représentative, ce qui leur permet à la fois donc de partager, enfin de recevoir le partage des bénéfices liés au fait qu'ils possèdent ces actions, mais aussi de prendre part à la gouvernance de l'entreprise.
Si on passe à la slide suivante, pour vous donner une ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a 460 000 salariés qui ont bénéficié d'attributions gratuites d'actions. Ça représente 1300 euros par bénéficiaire en moyenne. Si on compare aux chiffres que Sophie a avancés tout à l'heure, sur le partage des bénéfices, on est quand même sur un montant qui est moins que que l'intéressement et la participation, puisque le chiffre qu'on a vu pour les petites boîtes, c'était 1700 euros à 5000 euros pour les entreprises du CAC 40. Donc, pour le moment, l'actionnariat salarié, il ne répond pas aux promesses de partage de la valeur, en tout cas pas en valeur monétaire. Si on zoome sur si on additionne les stock options, le montant de l'actionnariat salarié grimpe à 3 milliards, pardon. Mais 3 milliards comparé à la valorisation des entreprises cotées qui est de 3500 milliards, on est quand même sur un rapport de 0,01, donc c'est pas incroyable non plus en termes de partage de la valeur. Et en France, 5% des salariés seulement détiennent des actions de leur entreprise et l'actionnariat salarié représente uniquement souvent 3% du capital total de l'entreprise. Donc on n'est vraiment pas sur des chiffres qui sont incroyables en termes de partage des actions et de la valeur à travers les actions. Et enfin, les SAPO, il y en a une dizaine en France, donc c'est encore un peu confidentiel. Et du coup, on fera une masterclass dédiée sur le sujet à la fin du cycle des masterclass. Une deuxième manière de partager la valeur et les actions d'une entreprise, c'est de transférer en fait tout ou partie de ces actions, enfin du capital d'une entreprise, à des structures d'intérêt général. Et ce qu'on appelle l'actionnariat d'intérêt général ou les fondations actionnaires. Donc c'est des fondations qui ont le statut d'intérêt général, mais qui sont actionnaires d'entreprise. Un entrepreneur peut décider donc de transférer ses actions tout ou partie, soit à une structure philanthropique qu'il va lui-même créer. Donc une entreprise crée sa propre structure, son propre fonds de dotation pour transférer ce capital, ou bien décider de transférer tout ou partie de son capital à des structures philanthropiques qui sont déjà existantes. Il y a trois types de fondations en France qui peuvent héberger des actions du capital d'une entreprise. Il y a les fondations reconnues d'utilité publique, les FRUP, les fonds de dotation, qui peuvent être actionnaires d'une seule ou plusieurs entreprises, et les fonds de pérennité. Et dans la pratique, il n'y a qu'une poignée de FRUP françaises qui sont actionnaires d'entreprises, notamment Mosaïque RH et la fondation Pierre Fabre. On compte entre 20 et 30 fonds de dotation qui sont actionnaires aujourd'hui et beaucoup d'entre eux ont été notamment accompagnés par le cabinet Profil qu'on accueillera dans le cadre de la deuxième masterclass sur les fondations actionnaires. Et donc on a à peine 20-30 fondations qui sont actionnaires sur les 5200 fonds et fondations que compte la France. Et enfin, on a une poignée de fonds de pérennité qui sont recensés depuis la création du statut en 2019 à travers la loi Pacte. Schématiquement, les fondateurs et les dirigeants décident de donner des titres à une fondation la fondation réinvestit, enfin en tout cas utilise les dividendes qui sont remontés par l'entreprise pour financer des projets d'intérêt général. Donc en général, il y a une charte qui est écrite qui permet de cibler les projets comme une thèse d'investissement, une thèse de philanthropique. Et la particularité, c'est que la fondation, vu qu'elle est actionnaire, elle fait partie de la gouvernance et elle peut être partie prenante de cette gouvernance-là, puisque la fondation peut être un actionnaire actif ou un actionnaire passif. Marie, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Ouais, super, merci. Donc, quand on décide de transférer une partie de ses actions, toute ou partie de ses actions à une fondation, on peut effectivement donner à la fondation un pouvoir au sein de la gouvernance. Soit on décide que c'est pas le cas et donc la fondation se concentrera uniquement sur la partie philanthropique. Et si on décide que la fondation qui est actionnaire, qui est mon actionnaire, peut être active dans la gouvernance, on va lui transférer des droits et des pouvoirs qui va permettre d'orienter la stratégie de l'entreprise, notamment à travers des droits de veto, des droits d'alerte, des droits de consultation et même la révocation des dirigeants. Les fondations actionnaires,
ça peut répondre à enfin, de nouvelles attentes de la part des dirigeants sur deux volets, à la fois le volet philanthropique et sur le volet économique aussi. De plus en plus de dirigeants veulent dédier plus enfin, d'actions à l'intérêt général. Et donc, disposer d'un actionnaire comme une fondation qui est non lucratif permet cela. Ça permet de démultiplier les ressources financières pour financer les projets philanthropiques parce que tous les ans, il y a des remontées de dividendes et ça permet de pérenniser l'action que l'on souhaite mener. C'est aussi une marque employeur forte pour diffuser des valeurs de responsabilité et de solidarité au sein de l'entreprise. Ça permet de renforcer l'empreinte territoriale et ça permet également d'impliquer dans les cas de transmission d'entreprise. Et ça, c'est important dans le cadre aussi de TPE, PME, ETI. Quand il y a la transmission patrimoniale qui se fait, les fondations actionnaires peuvent être un bon outil. Sur le volet économique, transférer une partie de ses actions à une fondation, ça peut permettre d'avoir au sein de sa gouvernance un actionnaire qui est stable et de long terme, puisqu'en fait, il ne peut pas lui céder ses actions. Une fois qu'il est transféré, c'est un peu du one way. On peut pas reprendre les actions qu'on a transférées à l'entreprise, à la fondation, pardon. Ça permet de sécuriser le projet entrepreneurial aussi, parce que c'est un garde-fou dans la stabilité de l'actionnariat, d'assurer la pérennité de la mission de l'entreprise et ses valeurs, de faciliter la reprise par les enfants, et ça, Profil nous en dira davantage pour la deuxième masterclass, et de maintenir, enfin, voilà, maintenir l'activité de l'entreprise, sa raison d'être, d'éviter certains rachats hostiles donc de vraiment de faire en sorte que l'entreprise puisse perdurer dans le temps. En comparaison, en fait, c'est un modèle qui est très répandu chez nos voisins européens, notamment en Suisse, en Allemagne, en Suède ou au Danemark. Voilà, il y a souvent plus de 1000 fondations actionnaires dans ces pays-là. Certaines sont très connues comme Rolex en Suisse, Bosch en Allemagne, Carlsberg Benelux au Danemark. Il y a vraiment des grands, en fait, on ne le sait pas forcément, mais il y a vraiment des grosses entreprises qui sont en fait détenues par des fondations. Et au Danemark, c'est particulièrement significatif puisqu'il y a 68% de la capitalisation boursière qui est en fait le fait d'entreprises détenues par des fondations. Donc c'est assez énorme comme principe. Et enfin, la troisième et dernière partie, c'est que il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui qui permettent enfin, c'est un partage de la valeur qui est un peu multiple. C'est des mécanismes qui permettent à la fois de protéger l'entreprise et sa mission tout en soutenant des causes d'intérêt général. Et on va le voir à travers deux principes, enfin, deux grands axes, qui est donc l'utilisation du fonds de pérennité et le steward ownership. Le fonds de pérennité, c'est ce qui permet de protéger l'entreprise dans la durée. Ça a été créé par la loi Pacte en 2019 et ça s'inspire vraiment du modèle allemand des fondations actionnaires, donc on a pu voir en pointillé juste avant. Et c'est un modèle qui permet au fonds de pérennité, donc qui est une structure d'intérêt général, de détenir une ou plusieurs entreprises, ce qui permet de stabiliser l'actionnariat et d'éviter la vente spéculative. Et l'objectif, c'est vraiment, à travers ces mécanismes et ce statut, de pérenniser là où les entreprises qui sont détenues par le fonds de pérennité, de rendre, selon les cas, les titres inaliénables et donc aussi d'avoir un volet hybride qui est un axe où on peut contribuer à l'intérêt général. Et l'objectif du fonds de pérennité, c'est vraiment de protéger l'entreprise et les entreprises comme un bien commun économique. Pour le moment, c'est un modèle qui est encore, enfin, enfin, j'ai pas envie de dire prise de vitesse parce que il y en a encore pas beaucoup, mais on aura l'occasion aussi de faire intervenir dans la masterclass numéro 3 des dirigeants qui ont mis en place ce fonds de pérennité qui viendront nous expliquer pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Et enfin, le deuxième mécanisme qui permet de partager la valeur en fait, la valeur, c'est pas forcément que la valeur financière, ça peut être aussi la gouvernance. C'est un modèle qui s'appelle le steward ownership, qui est pas encore appliqué en France. Il y a des entreprises qui essaient de le mettre en place et c'est un peu compliqué pour le moment.
Le steward ownership, c'est un principe assez fort qui vise à séparer le pouvoir du capital. Et donc de séparer qui décide, de séparer le pouvoir de la propriété de l'entreprise. Et donc ça fonctionne, c'est pas pour le moment c'est un modèle de gouvernance, il n'y a pas de statut juridique, mais on pense que ce serait utile de faire aboutir un statut juridique pour que ce soit facile et plus facile à mettre en place que ça ne l'est aujourd'hui. Mais les grands principes du steward ownership, c'est que le contrôle de l'entreprise, il est en fait confié à des gardiens. Il est confié à des stewards, voilà, c'est le terme anglais pour dire gardiens, qui sont des gardiens opérationnels, enfin qui sont opérationnels dans l'entreprise. Donc en gros, les salariés, les fondateurs actifs, on peut faire rentrer aussi une fondation ou une association qui aura un droit de veto. Et l'objectif, c'est que le contrôle et les décisions stratégiques en fait soient confiées uniquement aux personnes qui sont opérationnelles pour que la mission de l'entreprise et sa raison d'être perdure dans le temps et ne soit pas dénaturée par les perspectives de vente ou de spéculation. Et pour cela, il y a un pouvoir, enfin, il y a un principe très fort qui est appliqué, qui est qu'on sépare qui détient l'actionnariat de qui décide. Et donc, les investisseurs ou les fondateurs qui mettent de l'argent dans l'entreprise, en fait, on sait déjà à l'avance quels sont les droits économiques qui sont modélisés, qui sont prévus et qui vont être plafonnés dans le temps. Afin de limiter la spéculation à l'exit notamment, parce que c'est l'un des facteurs, notamment pour les jeunes entreprises innovantes ou les entreprises à impact, c'est qu'on manque aujourd'hui de grands principes qui permettent à l'entreprise de perdurer dans le temps dans sa mission et sa raison d'être, et qu'on est souvent obligé parfois, de vendre son entreprise à des plus gros acteurs qui sont pas forcément alignés avec les valeurs de pourquoi l'entreprise a été créée initialement. Et donc le steward ownership, c'est un modèle qui pourrait permettre justement de protéger l'entreprise à partir de sa mission et de protéger la mission de l'entreprise en séparant le pouvoir du capital. En synthèse, juste pour remettre un peu les grands principes, sachant que c'est aussi parfois mouvant, vu que c'est des concepts qui sont nouveaux, des applications qui sont nouvelles, c'est pas forcément toujours évident de bien distinguer quelles sont les frontières. Mais en gros, les fondations actionnaires que l'on choisit de développer via des fonds de dotation, ça peut avoir une logique patrimoniale et de transmission d'une entreprise avec une ADN de philanthropie forte. Et c'est plutôt quelque chose qui va être recommandé par les entreprises qui sont matures. Les fondations actionnaires via un fonds de pérennité, ça permet de garantir une indépendance forte des entreprises, de mettre des verrous de protection lors de la vente et on va en tout cas identifier plutôt un réseau PME et TI sur la mise en place de ces principes. Et enfin, le steward ownership. Ça permet de verrouiller la mission centrale et c'est quelque chose qui est non négociable. Donc, c'est pour garder l'ADN de l'entreprise et sa mission. On rejette, en tout cas, on va limiter l'impact et la pression sur la spéculation du statut, enfin de l'entreprise. Et c'est une gouvernance qui sera portée par les opérationnels. Et en synthèse, une fois qu'on a pu partager la valeur et la valeur financière et le pouvoir aussi sur le cycle de vie d'une entreprise, on a aussi la possibilité de partager la valeur lors de la cession des titres. Euh, donc un dirigeant ou des actionnaires qui font une plus-value lorsqu'ils vendent leur entreprise peuvent à la sortie décider de transférer ou de donner cette plus-value à des structures d'intérêt général, soit à travers le mécanisme de Giving Pledge. Donc c'est quelque chose qui est plus répandu aux États-Unis. C'est les grands philanthropes qui ont décidé de transmettre, comme par exemple Bill et Melinda Gates, 50% de leur patrimoine total à des structures caritatives. Ou bien il y a le Founder Pledge, où en fait les entrepreneurs, quasiment nativement lors de la constitution du projet, décident que lorsqu'ils vendront leur part, se sont déjà engagés en avance de phase à reverser X% des plus-values à des causes d'intérêt général. Et enfin, on peut évidemment partager les plus-values avec les salariés directement, soit en transférant les actions, soit en euros.
Voilà pour cette partie-là. La suite du cycle des masterclass, toutes les dates ne sont pas encore calées, mais en tout cas, la prochaine masterclass sur le partage de la valeur via les fondations actionnaires est prévue pour le lundi 9 mars à 18 heures. Et on aura le plaisir d'accueillir Rodolphe Landmen des boulangeries Landmen qui a créé un fonds de dotation à partir de son entreprise il y a quelques années. D'accueillir également Profil, qui est l'un des cabinets qui accompagne la transmission, qui accompagne notamment les dirigeants à transmettre leur entreprise en installant en partie des fondations actionnaires. Et aussi la Climate House, qui réfléchit actuellement sur la constitution d'une fondation actionnaire qui serait multipartie prenante, c'est-à-dire une fondation actionnaire qui serait en fait actionnaire de plusieurs typologies, enfin, de plusieurs entreprises et avec une perspective aussi de transformer, enfin de prendre part à la gouvernance de ces entreprises-là pour les faire changer de l'intérieur. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était clair et un peu speed, mais avec plaisir pour prendre les questions. Ah bah, merci beaucoup Sarah et Sophie. Effectivement, bah, c'était dense, mais c'était voilà, un énorme travail de cartographie des différents modèles qui peuvent exister. Et heureusement, nous avons quatre autres masterclass pour pouvoir rentrer dans le détail de certaines d'entre elles. Donc merci pour toute la prep, c'est assez impressionnant. En termes de questions, nous avions une question euh, d'une certaine Violaine Pierre. Attendez, pardon, qui demandait si on avait une idée des montants alloués au total via des Giving Pledge ou des Founder Pledge, donc en période d'exit. Non, il n'y a pas beaucoup. Enfin, alors, les Giving Pledge en France, il n'y en a pas des masses parce qu'on n'a pas la culture des grands philanthropes, moins la culture des grands philanthropes. Donc, je ne saurais pas dire. Et Founder Pledge, il y a des études qui commencent un peu, enfin, à sortir. Alors, enfin, en tout cas, qui concernent, enfin, c'est le mouvement Impact France qui a commencé une étude sur le guide de l'exit et comment une entreprise à impact peut exiter en gardant son ADN. Mais j'ai pas de chiffres en tête pour le moment. Georges pose la question au sein de l'opération Milliard, avez-vous choisi où vous souhaitez mettre les limites en termes de partage de la valeur pour identifier les sociétés commerciales engagées? Comment définit-on une société commerciale engagée au sein de l'opération Milliard? Et ben, Violaine ouais, Violaine, je sais pas si vous avez convenu encore de principes clés, mais c'était aussi l'objectif de ce travail du cycle de partage de la valeur que d'identifier tous les mécanismes pour voir lesquels on poussait en particulier. Mais peut-être que Je peux d'ici. dire Ouais. un mot si vous voulez juste de... Alors nous, on a émis des principes et après on s'est un peu craché sur l'autel de la faisabilité. Et donc on est justement en train de voir comment on fait au mieux pour trouver le compromis entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire sans anéantir les chances de lever. Je pense que c'est toujours la ligne à trouver. Et donc, sur notre fonds d'investissement, je peux juste vous dire en quelques mots, le fonds d'investissement qu'on crée actuellement avec la société de gestion de portefeuille Citizen Capital, l'idée initiale, c'était de dire, au-delà d'un certain TRI, donc taux de rendement interne, on va dire, qui comprend une notion d'effort et de risque, donc à définir, mais c'est 7-8%. Au-delà de ça, 60% de la plus-value de l'ensemble des actionnaires doit revenir à l'intérêt général. Donc ça, c'était initialement, si vous revoyez, enfin, je vous dis là quelque chose qui est public, parce que si vous revoyez les textes qu'on avait sortis suite à cette controverse, on s'était dit, ce qu'on trouve un partage de la valeur correct, c'est que 60% de ce qui est au-dessus d'un TRI cible va à l'intérêt général. Mais ça aurait impliqué d'imposer à l'ensemble des actionnaires, y compris les anciens et puis les nouveaux d'un tour de table d'une entreprise, cette règle. Autant vous dire que ça va pas être possible dans les faits, ça va être très dur et que ça va faire que bah, les entreprises vont pas solliciter, enfin vont pas pouvoir dans les faits prendre nos fonds. Donc il y a eu une correction qui a été faite, qui a été en deux temps d'appliquer cette règle à notre fonds d'investissement
Donc, au-delà d'un TRI cible, que 60% de la survalue aille à l'intérêt général. Donc, dans notre cas, ça ira au fonds de dotation de l'opération milliard, qui donc fait du don et qui est un organisme d'intérêt général. Et nous, le TRI, au-delà du TRI ce sera au-delà d'un TRI à 4% de mémoire sur notre fonds d'investissement. 60% de ce qui est au-delà de 4% ira au fonds de dotation de l'opération milliard. C'est un peu une réinvention de ce qu'on appelait les carides, enfin, qu'on appelle les carides qui vont pour l'équipe de gestion. Dans ce fonds-là, il n'y a pas de carides. Et donc, ça va à l'intérêt général. Et en plus de ça, dans toutes les entreprises dans lesquelles on va investir, d'avoir une conversation avec l'équipe fondatrice pour justement leur présenter le travail très complet qui a été fait par le groupe de travail, pour leur dire voilà les mécanismes qui existent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et plutôt de les accompagner pour qu'ils commencent à réfléchir et mettre en place des initiatives de ce type. Plutôt que effectivement mettre des règles qui font que personne ne va pouvoir rentrer dans cela. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, Merci Georges, ça répond à la question. Il n'y a pas d'autres questions écrites. Peut-être si on peut prendre une dernière question, parce qu'on est déjà à la limite du temps imparti. S'il y en a une dans l'Assemblée, prenez librement la parole, posez votre question, puis on conclura là-dessus éventuellement. Et si pas de questions, alors peut-être pouvons-nous conclure. Merci beaucoup à vous de vous être joints à nous. Merci à nouveau à Sarah et Sophie pour toute la préparation et leur intervention. On a conscience que Et- c'était très dense, hein, mais bon, voilà, ça plante le Ça, décor, on va dire, pour la suite. c'est clair. Ben, on vous donne rendez-vous très bientôt, dans la toute prochaine semaine, pour les prochaines masterclass de l'opération Milliard. Et très bonne soirée à tout le monde.